Donc, toujours dans le cadre généralité sur les antibiotiques, passons maintenant aux paramètres pharmacodynamiques. Et là, on parle d'un antibiotique. Quand est-ce qu'on parle d'un antibiotique temps dépendant et quand est-ce qu'on parle d'un antibiotique qui est concentration dépendant? Donc déjà, normalement, vous avez une petite idée, quand on dit temps dépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son activité, il dépend du temps. Ça veut dire que sa présence est obligatoire au niveau sanguin tout au long de la thérapie. Donc, il faut maintenir le plus longtemps possible sur l'intervalle thérapeutique les concentrations plasmatiques au-dessus de la CMI de la bactérie. Ça veut dire qu'il faut que la concentration soit supérieure à la concentration minimale inhibitrice. Par exemple, comme la vancomycine ou bien les bêta-lactamines, c'est des antibiotiques qui sont temps dépendants. Donc, ils ont un effet bactéricide qui est lent. Ça veut dire qu'il faut les maintenir au niveau sanguin tout au long de la thérapie. Et les maintenir à une concentration efficace, bien sûr. Donc, leur effet est indépendant de la Cmax. Ça veut dire qu'on ne recherche pas une concentration maximale avec laquelle on pourrait juger l'efficacité de cet antibiotique, contrairement aux antibiotiques concentration dépendante. Donc, l'importance des concentrations minimales, la CMIN, c'est pour démontrer l'efficacité. La concentration minimale, elle est mesurée pour démontrer l'efficacité d'un antibiotique. Il faut que cette concentration minimale soit comprise dans un intervalle thérapeutique. Cet intervalle, le minimum, c'est la concentration minimale inhibitrice et le maximum, c'est la concentration toxique. Donc, il suffit que l'antibiotique soit tout au long de la thérapie sa concentration soit comprise au niveau de cet intervalle entre la CMI et la concentration maximale toxique pour dire que cet antibiotique sera efficace. Donc c'est pour ça que pour ces antibiotiques, généralement l'administration elle est rapprochée afin de maintenir cette concentration au niveau sanguin. Par exemple, parce que si, imaginez, on administre une dose, c'est vrai que cette dose, par exemple, on est certain que on ne va pas quitter l'index thérapeutique. Ça veut dire que cette concentration trouvée sera comprise dans l'intervalle. Mais si je laisse beaucoup de temps, il y aura une élimination. Et cette élimination fera que cet antibiotique, sa concentration va diminuer moins que la CMI. Et j'aurai là une inefficacité et possible résistance à cet antibiotique. D'accord? Donc là, c'est juste pour vous montrer la fourchette. La fourchette, comme vous voyez, en bleu, la CMI et en vert, c'est la concentration plasmatique maximale tolérée. Plus que cette concentration, on aura un effet toxique. D'accord? Donc là, le graphe en jaune, c'est pour l'antibiotique concentration dépendante. Et l'antibiotique qui est temps dépendant, on doit avoir une concentration qui doit être comprise au niveau de cet intervalle tout au long de la thérapie. Donc passons maintenant à l'antibiotique concentration dépendant. C'est un antibiotique qui a une action qui est rapide. Pourquoi elle est rapide? C'est pour ça qu'on cherche une concentration qui soit efficace. La concentration efficace de cet antibiotique, elle est mesurée pas par la CMIN, mais par une Cmax. Pourquoi? Parce que je recherche un maximum d'action et une élimination rapide. Donc là, la dose efficace, elle est mesurée par la Cmax. Les concentrations minimales, c'est généralement juste pour vérifier la toxicité. Ça veut dire que les résidus, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de cet antibiotique au niveau sanguin. Contrairement au temps dépendant, où sa présence est nécessaire tout au long de la thérapie. Les concentrations dépendantes n'ont pas besoin d'être présents au niveau sanguin tout le temps, mais juste au moment où ils peuvent agir. D'accord? Donc, généralement, c'est des antibiotiques qui ont un effet post-antibiotique. Et cet effet post-antibiotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son action le jour de l'administration, c'est vrai qu'elle est maximale au niveau de la première administration.
Mais cette action maximale permet une inhibition de longue durée. Et cette inhibition de longue durée s'appelle l'effet post-antibiotique. Donc c'est pour ça que généralement on administre de fortes doses et espacées. Par exemple, des fois il y a des antibiotiques où on arrive à une administration chaque 3 jours. Il y a des cas où on arrive à une administration chaque 3 jours. Et cette administration chaque 3 jours peut suffire. Donc là, comme vous voyez, vous avez le quotient inhibiteur. Vous allez voir par la suite c'est quoi un quotient inhibiteur et quels sont les différents paramètres pharmacocinétiques que l'on pourrait soutirer de ces graphes. L'effet post-antibiotique, comme on vient de le voir avec les antibiotiques concentration dépendants. Donc là, on dirait que l'action de certains antibiotiques sur la croissance bactérienne peut se prolonger au-delà du temps pendant lequel la concentration demeure supérieure à la CMI. C'est l'effet post-antibiotique. Donc c'est un phénomène qu'on observe avec généralement les antibiotiques qui sont puissants. Donc cet effet se produit avec les aminosides surtout. L'exemple le plus connu, c'est bien les aminosides. Déjà, les aminosides sont des antibiotiques qui sont concentration dépendants et ils sont dotés d'un effet post-antibiotique aussi important. Donc là, dans la clinique, ça sert à quoi? Donc là, la combinaison entre activité concentration dépendant et un effet post-antibiotique conduit, par exemple, les aminosides à être utilisés en administration discontinue, unitaire, avec des doses très élevées. Mais pour les antibiotiques temps dépendants, l'absence de l'effet post-antibiotique fera que les bêta-lactamines auront une administration répétée par jour qui peut atteindre jusqu'à 6 administrations ou même carrément une perfusion continue. Ça veut dire que le patient aura son antibiotique, une administration H24, toutes les 24 heures. La synergie et l'antagonisme. La synergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire addition de deux effets. Pas forcément addition, mais une potentialisation ou bien une amélioration de l'activité, comme vous avez l'exemple des bêta-lactamines plus les aminosides. Donc l'un va faciliter le travail de l'autre et on aura une synergie de travail, d'effets antibiotiques. L'antagonisme, c'est l'inverse. Lorsque, par exemple, les tétracyclines sont utilisés qui ont une activité bactériostatique, ça veut dire les bactéries, soit quand elles sont en phase de croissance, c'est-à-dire de multiplication, les tétracyclines vont intervenir à ce niveau. Les pénicillines, qui sont les bêta-lactamines, inhibent la synthèse de la paroi. Et qu'est-ce qu'ils nécessitent? Ils exigent que la paroi soit en division maximale. Si j'utilise cette association tétracycline plus bêta-lactamine, les tétracyclines vont inhiber la croissance, ils vont inhiber la multiplication, donc c'est pour ça qu'ils vont en quelque sorte inhiber l'action des bêta-lactamines et j'aurai un effet antagoniste. Quels sont les paramètres pharmacocinétiques qui sont liés aux antibiotiques? Les principaux paramètres pharmacocinétiques, vous avez déjà l'absorption. L'absorption, déjà, elle influence la posologie et la voie d'administration. Si elle est possible, pérose, pourquoi pas. Elle est excellence en utilisation. Je m'excuse. Moyenne pour des posologies qui sont supérieures ou bien faibles ou nulles pour, par exemple, les aminosides, les glycopeptides, le PNIG et autres bêta-lactamines. C'est-à-dire là, l'absorption elle diffère d'un antibiotique à un autre et d'une voie vers une autre. La distribution, ça dépend du tissu. Selon les différents tissus, il serait préférable, par exemple, si j'ai une méningite, d'utiliser un antibiotique qui passe et qui peut arriver jusqu'au LCR. D'accord? L'élimination, elle peut être soit hépatique, elle peut être soit rénale, ça dépend de l'antibiotique. Voyons maintenant la corrélation entre la pharmacocinétique et la pharmacodynamie. La pharmacodynamie, on a vu l'antibiotique temps dépendant, concentration dépendant, et la pharmacocinétique, les 3 paramètres. Donc là,
Comment mesurer l'efficacité d'un antibiotique? Donc, il serait préférable d'utiliser cette corrélation pharmacocinétique-pharmacodynamique. D'accord? Vous allez voir quelles sont les différences. Bon, la pharmacocinétique-pharmacodynamique, qu'est-ce qu'elle fait? Cette approche de corrélation, elle lie la pharmacodynamique à la pharmacocinétique. Et vous aurez l'effet PK-PD. Donc, parmi les principales corrélations, vous avez la Cmax sur la CMI, vous avez l'AUC sur la CMI et vous avez le temps d'exposition. La Cmax sur la CMI, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le quotient inhibiteur. C'est un paramètre prédicteur d'efficacité des antibiotiques concentration dépendant et qui présente un effet post-antibiotique important. Donc là, c'est des études qui évaluent l'efficacité de ce quotient. Donc vous pouvez lire tout ça par la suite. Le temps pendant lequel la CMI et la concentration est supérieure à la CMI. Ce paramètre mesure la fraction de temps pendant laquelle les concentrations d'antibiotiques sont maintenues au-dessus des CMI entre deux administrations. Donc qu'est-ce qui fait? Ça veut dire là, je saurai que la concentration, elle est efficace parce qu'elle est supérieure à la concentration minimale inhibitrice. D'accord? Donc là, vous avez aussi une étude qui vous montre et qui démontre l'intérêt de ce paramètre. Vous avez par la suite aussi l'AUC sur la CMI qui quantifie l'exposition à un principe donné. Ce facteur, lorsqu'il est rapporté à la CMI, définit l'exposition optimale efficace de l'antibiotique. Donc ce rapport est étroitement relié au quotient inhibiteur tant que les molécules concernées possèdent une demi-vie d'élimination qui est relativement courte. On passe à la résistance aux antibiotiques. C'est un phénomène qui est très courant et qui est très d'actualité et qui fait énormément polémique. C'est lorsque une bactérie devient résistante à un antibiotique. Que faire? Une souche bactérienne est dite résistante à un antibiotique quand elle est capable de se développer en présence d'une concentration élevée d'antibiotiques. Ça veut dire même à concentration élevée d'antibiotiques, la bactérie arrive à croître et à se multiplier. Donc il y a différents mécanismes qui permettent à la bactérie d'acquérir sa résistance. Vous avez soit enzymatique, soit modifier la cible, soit augmenter rendre la bactérie imperméable, soit les flux de l'antibiotique. Donc l'inactivation enzymatique, c'est généralement la plus connue. Donc par exemple, comme les bêta-lactamases qui catalysent l'hydrolyse du cycle bêta-lactame. Il y a des bactéries qui produisent des bêta-lactamases. Et ces bêta-lactamases vont faire quoi? Vont détruire les bêta-lactamines. Donc c'est pour ça qu'il y a généralement association entre les bêta-lactamines comme l'amoxicilline avec un inhibiteur de ces bêta-lactamases qui est l'acide clavulanique. Donc cette association, c'est pour ne pas avoir une résistance bactérienne. Deuxième des choses, modification de la cible. Modification de la cible, il y a différentes cibles, comme on l'a vu dans le début du cours. Vous avez différentes cibles, ça veut dire peut atteindre soit le ribosome, soit la paroi, soit la membrane ou toute autre cible. Il suffit que cette cible soit altérée ou bien modifiée structurellement au niveau bactérien, que l'antibiotique ne pourra plus agir. L'imperméabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bactérie va développer une résistance par imperméabilité. Ça veut dire plus aucun antibiotique ne pourra pénétrer dans la cellule, dans la bactérie, donc aucun effet, donc résistance. Les flux, c'est presque la même chose, mais par un mécanisme autre. Ça veut dire l'antibiotique pourra pénétrer à l'intérieur de la bactérie, mais sera tout de suite ressorti par un mécanisme d'efflux qui est développé par la bactérie. Donc elle sera rapidement ressortie.
Donc il n'aura plus aucun effet. Différence entre antibiothérapie et antibioprophylaxie. Donc déjà, l'antibiothérapie, ça veut dire un traitement à base d'antibiotiques à une durée donnée déterminée, tout en connaissant, si possible, la bactérie en cause. Donc c'est pour ça que généralement, il est préférable d'utiliser un antibiotique d'une façon documentée et non probabiliste. Dans la mesure du possible. Quand c'est pas possible, généralement, on passe à un traitement probabiliste. Un spectre large. La prophylaxie, c'est lorsqu'il y a certaines situations où le risque de contamination bactérienne est élevé. On administre des antibiotiques à titre préventif. Donc, comment choisir? Généralement, la première des choses, c'est s'intéresser quel micro-organisme a infecté le site. Donc là, idéalement, il faut exercer le choix d'une manière ciblée et identifier la bactérie en cause. Sinon, si dans le cadre du possible, on peut le faire. Si c'est pas possible, on passe à un traitement probabiliste. Ça déjà, on l'a vu. Le deuxième facteur, c'est lié au médicament et cela dépendra des différentes propriétés pharmacocinétiques du médicament utilisé, de l'antibiotique utilisé, les voies possibles de l'administration, le site d'action possible, ça veut dire s'il a une large distribution ou bien une faible distribution, ça dépendra aussi du site qui est infecté et de son élimination aussi. Si par exemple le patient, si le médicament est éliminé par voie rénale et que le patient présente déjà une insuffisance rénale, automatiquement je ne pourrai plus utiliser cet antibiotique, ou bien je vais voir une autre manière d'éliminer, une autre manière artificielle d'éliminer, par exemple comme la dialyse ou autre chose. D'accord? Donc tous ces paramètres sont très importants pour pouvoir choisir un antibiotique. Les facteurs qui sont liés au patient, donc là, c'est étroitement lié, comme ce qui est lié aux médicaments, c'est aussi par rapport au patient. Par exemple, si le patient présente des tares, il est multitaré, si par exemple le patient est inconscient, je ne pourrais pas lui donner un antibiotique par voie orale. Si par exemple le patient présente une insuffisance hépatique, je ne pourrais pas lui administrer un antibiotique éliminé par voie hépatique. Si le patient présente, je ne sais pas, un déficit immunitaire par exemple, je ne vais pas lui donner un antibiotique bactériostatique seul. D'accord? Donc il y a différents points qui devraient être vérifiés avant d'instaurer une antibiothérapie. Et pour conclure, donc on va dire que le bon usage des antibiotiques, ça implique de nombreux acteurs et impose une organisation transversale. Donc là, les antibiotiques, c'est pas automatique, et les antibiotiques, s'ils sont utilisés à tort, ils deviendront moins forts. Et je vous remercie d'avoir écouté cet enregistrement. Je vous souhaite bon courage pour la suite.